Bonjour à tous. Alors, une autre capsule aujourd'hui sur le merveilleux monde des télécommunications. Alors aujourd'hui, on va parler de la décision récente du CRTC qui a fait connaître ses critères pour permettre ce qui a été décidé l'année passée, les opérateurs mobiles virtuels au Canada. Alors aujourd'hui, on va regarder quel sera l'impact de cette décision sur le marché du Québec et aussi potentiellement sur vous. Alors, premièrement, il faut déterminer qu'est-ce qu'un opérateur mobile virtuel, là, qui est un terme un peu de jargon de télécommunication. Donc, en général, sur la planète, un opérateur mobile virtuel, c'est une entreprise qui vend des services cellulaires, mais qui ne possède aucune infrastructure, donc souvent aucune tour, aucun ordinateur central. Donc, elle loue de quelqu'un qui possède cette infrastructure-là du temps d'antenne qu'elle revend à ses clients. Donc, c'est vraiment une entreprise qui est plus axée sur le côté commercialisation-vente et qui n'opère pas un réseau comme tel. Donc, exemple, aux États-Unis, il existe à peu près 200 opérateurs mobiles virtuels qui utilisent un des 3 ou 4 réseaux qui sont en place. Donc, si on se ramène ici au Canada, il existe aussi des opérateurs mobiles virtuels qui ont signé des ententes avec les Bell, Telus, Rogers de ce monde. Par contre, on les compte sur les doigts d'une main là, comparativement au marché américain. Les opérateurs ici ont préféré lancer des marques maison qu'on connaît tous, là, Fido, Kudo, Public Mobile, Virgin Mobile, etc. De se faire un peu compétition eux-mêmes plutôt que d'ouvrir le marché à des opérateurs mobiles virtuels. Donc aux États-Unis et dans plein d'autres pays, il y a une espèce de concurrence entre les opérateurs pour aller chercher les opérateurs mobiles virtuels parce que ça leur amène des revenus. Ici au Canada, on a plus un braquage de toutes les entreprises pour ne pas permettre de ne pas signer d'entente tout simplement pour ce type d'opérateur-là. Donc il y en existe quelques-unes, mais c'est très 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 limité. Donc, ce que le gouvernement est venu faire avec cette décision, c'est de dire on va permettre les opérateurs mobiles, on va obliger, dans le fond, les opérateurs mobiles virtuels au Canada selon certaines règles qui ont été connues la semaine dernière. Donc, là, ça, dans le but, évidemment, d'amener une meilleure concurrence dans le marché et de faire baisser les prix pour les consommateurs. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que les règles qui ont été mises en place sont quand même assez contraignantes. Donc, exemple, on dit l'opérateur qui veut utiliser cette règle-là, dans le fond, se prémunir de cette loi-là pour obliger les gros à lui vendre du service, doit lui-même être un opérateur mobile qui est en fonction présentement, donc il doit posséder des tours, avoir des clients et avoir un système en place. Il doit aussi avoir du spectre, dans le fond, des fréquences sur tout le territoire sur lequel il veut offrir ce service-là d'opérateur mobile virtuel. Donc, c'est vraiment plus une façon d'aider les petits joueurs qui sont déjà en place ou qui sont déjà prêts d'être sur le marché à extensionner leur service que vraiment démarrer des opérateurs mobiles virtuels puisque ce ne sera pas virtuel du tout. Les entreprises doivent avoir un réseau. Donc, le gouvernement leur donne 7 ans pour utiliser le réseau des 3 gros en attendant d'utiliser, de mettre en place leur propre réseau. Donc, c'est plus une façon d'aider les joueurs en place à accélérer le déploiement, ce qui est une bonne chose là, comme tel, mais accélérer ce déploiement-là et amener un petit peu plus de compétition. Mais ce n'est pas du tout une règle d'opérateur mobile virtuel comme on connaît généralement ailleurs sur la planète. Alors, cette décision-là amène aussi quelques autres éléments. Évidemment, il y a aussi quelque chose qui est très intéressant, qui est une obligation, dans le fond, d'avoir une espèce de transition. Donc, dans le jargon technique, on appelle ça un end-off. Ça veut dire que si, exemple, vous êtes un abonné de Vidéotron et que vous quittez le réseau de Vidéotron pour vous en aller sur le réseau de Bell, considérant que le réseau de Bell est plus étendu, eh bien, il y aura dans ce sens-là, de Vidéotron vers Bell, un service qui vous fait que vous n'aurez pas de coupure durant votre appel. Donc, présentement, ce n'est pas le cas. Si ça arrive, votre appel est coupé. Alors, avec cette nouvelle obligation-là, quand ça sera mis en place par les opérateurs, vous aurez une meilleure qualité de service. Donc, ça ne vient pas seulement aider au niveau du tarif, mais aider au niveau de la qualité de service. Ce qui n'est pas connu encore de cette décision-là, c'est les tarifs. Donc, les entreprises doivent quand même négocier entre elles. Donc, exemple, Bell avec Vidéotron, négocier un tarif et s'ils n'y viennent pas à une conclusion qui fait l'affaire des deux, eh bien, ils iront devant le CRTC et le CRTC tranchera sur le tarif final. Donc, évidemment, le tarif est un élément important à cette décision-là.
quel sera le prix pour voir si Vidéotron et les autres pourront être compétitifs dans l'offre de ce service-là. Donc, en gros, présentement, si vous pouviez, si vous allez, exemple, à Gaspé avec votre service de Vidéotron, utiliser le réseau de Bell ou dans ce cas-là, le réseau de TELUS. Par contre, Vidéotron avait le droit de la faire que de façon temporaire pour vous permettre d'aller là, mais vous ne pouviez pas rester de façon permanente et Vidéotron n'avait pas non plus le droit de vendre à Gaspé des services. Donc, c'est ce que cette nouvelle loi-là va permettre de faire. Donc, comme Vidéotron est propriétaire de fréquences à Gaspé, donc à partir du moment où tout ça sera mis en place, quelque part en 2023, Vidéotron aura le droit maintenant de vendre des services à Gaspé et vous pourrez être de façon permanente sur le réseau de TELUS à Gaspé. Et tout ça pendant 7 ans, le temps de donner à Vidéotron le temps de déployer son propre réseau à Gaspé. Donc, c'est le concept en arrière de cette loi-là. Donc, en deuxième partie, on va regarder c'est quoi les impacts sur les joueurs dans le marché du Québec ici. Alors, premièrement, il y a Cogeco. Cogeco qui tergiverse depuis déjà quelques années sur le lancement ou non de son service mobile. Donc, Vidéotron a acheté des fréquences depuis quelques années. Environ 90% de leur territoire de câbles distributeurs ont présentement des fréquences. Donc, plusieurs endroits dans l'est du Québec. Donc, évidemment, Cogeco devront, avec cette décision-là maintenant, décider en 2023 s'ils décident de faire le saut ou pas en tant que service mobile. Deuxième joueur, évidemment, c'est Vidéotron. En termes de Québec, Vidéotron, évidemment, devrait étendre la vente de ses services partout au Québec. C'est quelque chose qu'on s'attend avec cette décision-là. Évidemment, pour Vidéotron, c'est plus une question du reste du Canada. Donc, comme on sait, ils ont acheté des fréquences dans les provinces de l'Ouest et en Ontario, et ils essayent d'acheter Freedom Mobile. Donc, tout ça, ça va ensemble. C'est une stratégie un peu globale. Donc, l'idée derrière de ça, c'est de permettre à Vidéotron, surtout de s'extensionner à l'extérieur du Québec. C'est vraiment leur idée première. Donc, c'est les deux gros noms qui nous viennent en tête. Il y en existe quelques autres. Il y a l'entreprise ExploreNet qui s'est renommée Explore dernièrement. Donc, eux sont propriétaires de fréquences aussi un petit peu partout au Canada. Ils avaient démarré un service mobile au Manitoba qui ont arrêté cet été après quelques années. Donc, Explore pourrait décider de se relancer dans la mobilité un petit peu partout au Canada, puisqu'ils ont des fréquences un peu partout. Donc, c'est une décision qu'ils devront prendre prochainement, mais c'est ça, ça pourrait avoir un impact au Québec. Il y a aussi d'autres plus petites entreprises qui pourraient aussi nous surprendre au Québec. Il y en a une qui s'appelle Solutions Embra qui possède aussi des fréquences plus dans les régions rurales là, du Québec et dans le Nord. Ils ont un projet, entre autres, dans le coin de Latuc. Donc, ils pourraient décider d'offrir des services MVNO dans les endroits où ils ont des fréquences. Mais on parle vraiment des endroits qui sont à l'extérieur des grands centres urbains. Il y a une autre compagnie aussi qui est une entreprise de téléphonie qui est plus dans le cœur du Québec, qui s'appelle Sogetel, qui offre déjà des services mobiles, mais ils ont racheté des fréquences au dernier encamp. Donc, ils pourraient déployer du service dans des endroits où ils ont acheté des fréquences, là, des endroits comme Drummondville, Trois-Rivières, des villes comme ça. Donc, ça pourrait être aussi une surprise dans les prochains mois, prochaines années. Évidemment, vous avez déjà peut-être entendu parler que Télécommunications de l'Est est propriété d'Immobilica qui possède aussi une fréquence cellulaire qui fait partie de tout ça du groupe Iristel. Donc, effectivement, cette décision-là pourrait être utilisée par Immobilica et Télécommunications de l'Est par la bande pour relancer nos services cellulaires. Donc, c'est des décisions qui devront être prises en 2023. Alors, évidemment, pour avoir le droit de faire ça, ça prend des fréquences. Il y aura d'autres encans de spec dans les prochains mois, prochaines années. Alors, les entreprises qui voudraient devenir MVNO pourront potentiellement acquérir du spec. Mais il ne faut pas oublier que cette loi-là demande toujours de bâtir son réseau. Donc, si une compagnie ne bâtit pas son réseau dans les 7 prochaines années, bien, à ce moment-là, pourrait perdre le droit d'utiliser le réseau des gros et perdre tous ses clients par défaut. Donc, c'est quand même une décision qui demande des investissements. Alors, je conclurai là-dessus. On verra dans les prochaines années est-ce que ceci aura eu un impact sur votre prix. Est-ce que vous n'aurez plus de choix? Donc, on verra si le gouvernement a pris la bonne décision. Merci, bonne journée.